Fabrice Maria, vous êtes en résidence à Bordeaux dans le cadre de notre partenariat avec la Casa del Traductor. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Luis Maria Todo. Je suis né à Barcelone en 1950. J'ai fait des études ici en France, pas loin d'ici, à Pau. J'ai fait un an de faculté là-bas. Puis je suis monté à Paris, presque un an aussi. Je suis revenu à Barcelone, j'ai fait des études de philologie française. Et depuis 1975, je suis professeur d'université. Tout d'abord dans l'université de Barcelone, puis après dans une nouvelle université qui a été créée en 92, je pense à peu près, l'université de Pompeu Fabra. Et j'ai enseigné toujours la littérature française, maintenant la traduction littéraire française et la littérature française aussi, pour des apprentis traducteurs. En tout cas, ma vie professionnelle a tourné toujours autour de la littérature française, la culture française. Ce voyage, ça a été finalement, oui, la culture française, vous la connaissez déjà très bien, mais ça a été une redécouverte quand même. La culture française, c'est ma culture. En fait, je suis un peu métis en ce sens. Je suis un tiers, disons, catalan, espagnol et français aussi. Il m'arrive aussi parfois de penser ou même de rêver en français. Je lis plus de livres, de revues en français qu'en espagnol ou en catalan. Alors, oui, ça a été, pour moi, c'est toujours très agréable de revenir en France. C'est un peu ma deuxième patrie, disons. Il y a quelque chose pour nous, pour un espagnol, pour un catalan, pour un espagnol en général, qui est très, peut-être pas pour les Galiciens ou les Basques, c'est la verdure, cette abondance d'eau, cette abondance d'arbres, cette exubérance qui pour nous est vraiment quelque chose qui nous fait très envie, parce que chez nous, on manque d'eau, les arbres sont très petits. Chez nous, en Espagne, les vignobles, ça s'associe à des terrains arides, sans eau, très chauds, très secs. Et ici, c'est très joli de voir les vignobles, mais qui alternent avec des bois, des forêts épaisses avec des arbres incroyables. Il y a un grand poète catalan, Carles Riba, un des meilleurs poètes catalans, qui s'est exilé en France, à Bierville. D'ailleurs, je ne sais pas très bien où est Bierville. Il a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Élégie de Bierville. C'est là où il était en exil. Alors, il a écrit un livre, et il y a un vers magnifique dans ces Élégies de Bierville qui dit il parle des arbres de France. Il parle de la tendresse expandida dels arbres de França, la tendresse, la noble expandida tendresse dels arbres de França, la noble, éclatée, répandue tendresse des arbres de France. C'est un vers vraiment très très beau. Et pour nous, c'est très joli. Dans la place Gambetta, il y a un magnolia incroyable, parfait. Hein, c'est une espèce de pyramide végétale d'une beauté incroyable. Pour moi, toutes les fois que je viens en France, c'est toujours le même sentiment, cette admiration pour la nature vraiment exubérante. En plus de la culture, bien sûr, parce que les vignobles, c'est la nature, les forêts, mais c'est cet ordre impeccable, cette géométrie parfaite, et puis les châteaux, etc. C'est vraiment très intéressant intellectuellement. Vous connaissiez donc déjà l'Aquitaine, puisque vous avez fait un an d'études à Pau. Mais c'est très différent, le Béarn, c'est la montagne, c'est le Pyrénées, c'est lourd aussi, qui pèse un peu partout. D'autant plus que j'étais dans un collège de curés, j'étais surveillant, j'étais pion dans un collège de curés, un collège religieux à Naï, tout près de Pau. Alors c'est différent, en fait, oui, il y a les arbres, il y a la nature, mais c'est une ambiance plus de haute montagne. On allait faire du ski, il faisait un froid terrible en hiver, et puis il y avait cette histoire de la Vierge de Lourdes qui était présente partout. Vraiment un peu, enfin, pas sympathique. Les lieux que vous avez visités, certains vous ont déjà marqué, vous savez que vous allez en rapporter des souvenirs particuliers? Ah oui, absolument.
Tout d'abord, la ville de Bordeaux, je ne connaissais pas la ville de Bordeaux, elle est magnifique, elle a une harmonie, d'une beauté. Parfois, on a l'impression qu'il y a trop d'espace, parce qu'il y a ces places énormes, à Cancon, la place de la Bourse. Ce sont des lieux, des endroits énormes où il n'y a pas de monde. C'est très curieux, c'est très intéressant. Et puis, c'est le quartier, si je peux dire, mon quartier, c'est un quartier aussi très tranquille, sauf les travaux publics, mais très silencieux, avec des petites places, avec des arbres, des cafés, où c'est vraiment magnifique aller prendre une bière dans l'après-midi ou dans le soir. Et puis j'ai fait des excursions, j'ai été voir des châteaux, un château qui m'a paru très très joli, c'est Montbazillac. Et puis j'étais dans une ville qui m'a choqué, qui m'a paru très 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 jolie, c'est Soulac, c'est une ville où ces maisons en bois, des couleurs rose, vert, bleu, c'est très joli, c'est très intact, ça a été très bien conservé. Et puis ça fait un contraste très joli avec la basilique romane, qui a un nom très joli, Notre-Dame de la Fin des Terres. Alors le contraste entre les villas plus ou moins du 19e siècle et cette basilique romane qui est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça a été vraiment très joli. Et puis ça a été aussi, disons, mon baptême à l'océan. Ça a été la première fois que je me suis baigné, pas à l'océan, parce que je me suis baigné à Portugal et au Pays Basque il y a quelques temps, mais je pense que l'océan ici, c'est vraiment plus océan qu'au Portugal ou au Pays Basque. C'est vraiment impressionnant. La hauteur des vagues, la longueur des plages, la température de l'eau, c'est incroyable pour un Méditerranéen, c'est un scandale. Mais ça a été très très intéressant. Ce jour-là, j'étais vraiment... Vous savez, un jour, je me promenais dans la ville, dans Bordeaux, dans ce merveilleux jardin public que vous avez, c'est vraiment merveilleux. Et tout d'un coup, il y a l'expression française qui m'est venue dans la tête, c'est la douceur de vivre. C'est quelque chose de très difficile de traduire en espagnol, en catalan, et je m'imagine que dans toutes les langues du monde. La douceur de vivre. Et puis, je me suis dit, ben, je sais ce que c'est, la douceur de vivre, c'est ça. C'était un après-midi magnifique. Le climat ici, quand il fait beau, c'est idéal, absolument. La température, le soleil, l'air frais, c'est idéal. Tout est comme il faut, il n'y a rien à changer. Alors se promener par là, dans ce jardin, avec ce temps, cet air, ces couleurs, c'était vraiment la douceur de vivre. Est-ce qu'il y a des parallèles possibles à faire, des liens à décrire entre Barcelone, votre ville, et Bordeaux, justement? Est-ce que vous avez retrouvé des points de comparaison, Bof, pas tellement, parce que c'est des villes très différentes. Mais il y a un lien très curieux que je tiens à vous raconter, c'est que cette année dernière, il s'est passé à Barcelone un phénomène assez curieux dans le monde éditorial, c'est que depuis très longtemps, c'était introuvable, on a retraduit et réédité les essais de Montaigne. Alors tout le monde disait c'est vraiment un suicide, parce que personne ne va acheter ça, les essais de Montaigne en catalan ou en castillan. Et bien ça a été une surprise, ça s'est vendu énormément. L'édition catalane a vendu, on me disait l'éditeur il n'y a pas longtemps, 6000 exemplaires, je pense, ce qui est énorme pour un livre en catalan. Et c'est très étonnant, parce qu'il faut vraiment savoir beaucoup de choses pour bien comprendre les essais de Montaigne. Et les gens en ce moment sont très ignorants. Très ignables. Personne ne sait ni le latin, ni ce que c'est que la culture de l'humanisme. Mais ça a été une espèce de mode. Tout le monde s'est mis à acheter Montaigne, à faire des cadeaux, à offrir les essais de Montaigne comme cadeau de Noël ou n'importe. Et alors ça a été vraiment une surprise. Alors je me suis dit, bon, je l'ai finalement dans la ville de Montaigne. Je croyais trouver une grande place Montaigne, une grande avenue Montaigne. Il y a une grande statue Montaigne, c'est un peu invisible. Montesquieu est beaucoup plus visible à Bordeaux, mais il y a une professeure, une spécialiste en Montaigne qui a failli venir chez moi
quelques jours parce qu'on voulait aller voir le château de Montaigne. Mais finalement, on lui demandait une chiffre atroce pour un billet d'avion de Barcelone-Bordeaux, 600 euros. Alors, elle a dû renoncer malheureusement. Mais vraiment, je veux dire qu'il y a une passion en ce moment en Catalogne, il y a en Espagne, il y a une passion, il y a un intérêt. Parce qu'on a fait des programmes de télévision, on a fait des spéciaux dans des journaux, dans des revues. Montaigne, c'est un peu la mode Montaigne. Il le mérite sans doute, mais je me demande qu'est-ce que certains acheteurs de Montaigne peuvent comprendre au CC. Hein? Même ça, c'est une autre question. Et puis, il y a quelque chose aussi que je ne savais pas, et que je suis à 3-4 jours, c'est que deux des plus grands poètes catalans, ils étaient deux frères, Gabriel et Joan Ferrater, ils étaient de Reus, c'est une ville très près de Tarragone. Ils ont dû quitter l'Espagne en 1936 parce que leur père était quelqu'un d'assez riche. Et ils sont venus ici à Bordeaux. Et le père Ferrater a été conseiller du consulat d'Espagne à Bordeaux. Alors, Gabriel Ferrater et Jean Ferrater ont fait leurs études de lycée ici, probablement au lycée Montaigne, ici à Bordeaux. J'ai un peu traité Gabriel Ferrater, j'ai pas mal traité Joan Ferrater, et ils étaient des gens d'une intelligence absolument prodigieuse, des gens qui savaient tout, ils savaient toutes les langues, ils savaient tout, c'était des gens incroyables, comme il n'y en a plus. Et je suis sûr qu'il y a une base de leur culture énorme qui a été prise peut-être ici au lycée Montaigne de Bordeaux. En tout cas, c'est un lien sympathique entre Barcelone, la Catalogne et Bordeaux. Vous êtes professeur, vous êtes aussi romancier, vous êtes là à Bordeaux en tant que traducteur. Alors comment, personnellement, vous définiriez ce travail de traduction? Ma position personnelle en tant que romancier et traducteur littéraire, parce que je ne sais rien de la traduction non littéraire, c'est vraiment une position jubilatoire, si je puis dire. C'est-à-dire, un traducteur, c'est quelqu'un qui réécrit un livre sans le travail, sans la peine que ce livre donne à l'auteur. La rhétorique classique parlait de la inventio, dispositio et locutio. Inventio et dispositio, c'est le travail de l'auteur. C'est lui qui a trouvé les personnages, l'univers de fiction, l'argument, les situations, et ça c'est très dur, c'est très compliqué. Et puis il y a la elocutio, c'est-à-dire la mise en parole, de trouver les phrases, ça c'est très joli, c'est très agréable pour quelqu'un qui connaît un peu la langue. Non? Alors un traducteur, il n'a que l'elocutio à faire, et ça c'est vraiment ça procure parfois un plaisir énorme. Réécrire un livre sans avoir à se préoccuper de l'argument ou de n'importe quoi, mais trouver les mots, le rythme des phrases, la sonorité, le mot juste, ça c'est vraiment un plaisir. J'ai eu la chance énorme de pouvoir traduire de vrais chefs-d'œuvre dans la littérature française, en catalan ou en espagnol. J'ai traduit le meilleur Flaubert, j'ai traduit Madame Bovary, l'éducation sentimentale et les trois contes, sur les livres les plus beaux de Flaubert, je crois. J'ai traduit Sylvie de Nerval, qui est une beauté incroyable, qui n'en finit jamais. Et j'ai traduit aussi quelques sermons de Bossuet, c'est très intéressant, parce que c'est une langue très ancienne. J'ai traduit, quoi encore, des contes de Maupassant, beaucoup. Enfin, pour moi, chaque fois, ça me donne un plaisir. Enfin, je suis heureux. Je suis heureux de réécrire Madame Bovary, de réécrire un sermon de Bossuet, de réécrire Sylvie, c'est un texte d'une beauté infinie. Alors ça, c'est très très... C'est ça, c'est avoir le bon côté de l'écriture sans la peine, les affres, comme disait Flaubert, de l'écriture. Par contre, le côté, disons, triste de l'histoire, c'est que les traducteurs sont très très mal payés en Espagne. Très mal payés. Alors si on compare les tarifs d'un traducteur littéraire allemand, mettons, je ne sais pas ici en France comment ça se passe, mais je sais assez bien comment ça se passe en Allemagne, et c'est vraiment un scandale, c'est-à-dire les traducteurs,
littéraires allemands peuvent vivre de leur métier, ils vivent assez bien. Les traducteurs littéraires espagnols doivent avoir toujours un autre métier, comme moi-même qui suis professeur, ou alors autrement traduire à toute vitesse et accepter n'importe quoi, et traduire aussi bien des bandes dessinées, des livres porno, des guides de voyage, ou de livres sur le jardinage ou la cuisine. Et alors c'est pas très intéressant. C'est le côté négatif de la traduction littéraire en Espagne. Il est très mal payé. Et ça là, dans un pays qui traduit énormément. Parce que du point de vue de l'édition, l'Espagne est l'un des pays les plus traducteurs d'Europe, ou peut-être du monde. Et vous allez dans une librairie espagnole, la plupart des livres sont des livres qui ont été traduits, la plupart de l'anglais évidemment, mais aussi du français, de l'allemand, de l'italien, du russe. Maintenant, il y a la grande mode de la littérature des pays de l'Est. On traduit énormément des livres de Pologne, de l'ex-Yougoslavie, etc. Mais les traducteurs sont très mal payés. Alors il faut vraiment, je ne sais pas, mais il faudrait changer ça, il faut une réforme à fond pour que le métier de traducteur soit reconnu comme il le doit. À notre époque, la traduction, si on se place au niveau européen, par exemple, c'est Umberto Eco qui disait que la langue européenne, c'est la traduction. Ouais. Donc la traduction a une réelle importance, à la fois d'ouverture et une importance identitaire aussi. Et est-ce que en Catalogne, principalement, la traduction, vue de l'extérieur, on a l'impression, nous, d'ici, de Bordeaux, qu'il y a un côté aussi de revendication, de militantisme, Bien sûr, quasiment. bien sûr, bien sûr. Bah, il faut savoir, par exemple, que tous les livres en catalan sont subventionnés par l'administration catalane. Alors, c'est pas un risque pour un éditeur, il peut éditer n'importe quoi. Et en fait, parfois, on a édité vraiment n'importe quoi. D'autre part, si on choisit de traduire au catalan, on sait que le tarif est plus bas que si on traduit à l'espagnol, parce que l'industrie est plus petite. Et puis, il y a aussi une question de militantisme, il y a une question politique, c'est une question politique. Parce que si tout le monde, en Catalogne, tout le monde, absolument tout le monde, comprend l'espagnol, pourquoi traduire en catalan? Pourquoi doubler? Tous les grands succès sont traduits simultanément en catalan et en espagnol. C'est une question de volonté, c'est une question de survie de la langue et de l'identité catalane. Donc cela, ça a un côté sympathique, héroïque, épique si vous voulez, mais aussi c'est un côté qui n'est pas très sympathique. Parce que finalement, ces histoires d'identité, ces histoires de nationalité, parfois ça tourne mal. Et ça tourne en exclusion, ça tourne... À ce moment, en Catalogne, il y a il vient énormément d'immigrants de tout le monde. Une grande partie de ces immigrants viennent de l'Amérique du Sud. Ils ont comme langue l'espagnol. Alors, comment expliquer à des gens de Chili ou de l'Équateur ou de l'Argentine ou du Mexique que là, il faut qu'ils apprennent le catalan? Si je parle l'espagnol comme eux, ils nous parlent la même langue. C'est des questions un peu compliquées et qui vont devenir de plus en plus compliquées. Et ça se voit tout le temps, il y a des polémiques, il y a des discussions sur la langue, sur l'enseignement de la langue, sur cette caractère obligatoire qu'a le catalan en ce moment pour accéder à l'administration, pour accéder à l'université, même pour balayer les rues, si on est embauché par la mairie, il faut savoir le catalan, c'est comme ça. Alors c'est vraiment juste, c'est pour ça que je disais, c'est une question, d'ailleurs c'est une question aussi de survie, parce que si le catalan n'est pas promu par les administrations publiques, il disparaîtra dans un délai plus ou moins long. Alors c'est une question très compliquée. Moi je ne suis pas tout à fait d'aucun côté, je vois un peu les problèmes des deux côtés et je suis un peu perplexe. En tout cas, je ne veux pas me prononcer d'une façon taxative.
Donc vous êtes venu à Bordeaux pour travailler sur deux œuvres, Mhm. sur une vie de Maupassant et sur Un homme qui dort de Georges Perec. Oui. Ces deux œuvres qui sont fondamentalement différentes, comment vous avez pu appréhender ce travail en plus en double Mhm. et en même temps? Oui, et aussi, une vie de Maupassant, je le traduis au catalan, et Un homme qui dort, je le traduis en espagnol. Et vraiment, ça pose des problèmes tout à fait différents. Parce que Une vie, c'est un très beau livre, très beau, mais le style de Maupassant, c'est un style, c'est la première époque de Maupassant, quand il se faisait un style. Et il se faisait ce style sur le modèle de Flaubert, évidemment. C'était son maître, c'était son parent, c'était peut-être son père, on dit. Alors, il copie d'une façon si littérale le style de Flaubert que parfois on dirait qu'il pastiche Flaubert. Il fait du Flaubert. Alors, ça grince un peu. Alors, ça donne des phrases qui sont tellement maniérées, tellement. Qui sont parfois un peu même maladroites. Et puis après, il va trouver son style et il va écrire avec une prose magnifique. Mais dans ce livre, parfois, la prose n'est pas encore très au point. Alors que faire? Parce que si ce problème se pose pour moi, se posait d'une façon très très aiguë avec Balzac. Balzac est un génie énorme qui écrit très mal. C'est pas moi qui le dis, c'est tout. Alors, que faire avec le style de Balzac, avec ce premier Maupassant? Parce que s'il y a des phrases maladroites, et ou les traduis ou la traduis par une phrase maladroite en catalan, on va dire que je suis un mauvais traducteur. La faute va tomber sur moi. Personne va dire c'est Maupassant qui ne savait pas écrire. Il va dire ce monsieur Todo, il écrit très mal. Non? Alors que faire? Améliorer, corriger, normaliser, c'est pas ça non plus. Alors il faut trouver, je pense, un équilibre. Que ça se voit que c'est pas du Flaubert, enfin, c'est pas du Flaubert, je suis désolé, mais c'est pas du Flaubert, mais que, enfin, ça ne soit pas tout à fait laid en catalan. Par contre, Georges Perec, dans Un homme qui dort, c'est vraiment un miracle de beau style, de précision, c'est un grand écrivain, Georges Perec. Qu'est-ce que je dois dire, non? Et alors là, le problème, c'est que c'est un livre qui est en ce sens un peu proustien, parce que ce sont des phrases très 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 longues. Il parle du moment où on s'endort. Alors, ça dure 60 ou 120 pages à analyser le moment où l'on passe de la veille au sommeil. Alors vraiment, il faut un effort de attention vraiment très 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 fort parce que il faut avoir tout sous contrôle. Le rythme de la phrase, les mots, le lexique, tout. C'est vraiment très dur. Mais c'est pas un problème. C'est pas du tout le problème que pose Maupassant avec son style un peu pastiche. C'est tout le contraire. C'est un style d'une pureté, d'une beauté magnifique. Je, disons que j'éprouve plus de plaisir en ce moment à traduire le Pérec en espagnol que Maupassant en catalan. J'ai traduit des contes, beaucoup de contes de Maupassant de la bonne époque, et quand il commençait à écrire bien, il écrit magnifiquement bien. Entre Maupassant et Perec, donc vous traversez 100 ans de littérature française en un éclair. Vous, personnellement, quelles sont vos influences et vos préférences? Il y a deux auteurs français qui m'ont vraiment influencé, qui ont changé ma vie, mais de la façon la plus littérale et la plus vraie et la plus profonde. Et d'ailleurs, mon dernier livre, qui s'appelle justement Le mal français, et il ne s'agit pas de maladie vénérienne, il s'agit de la passion pour la France, pour la culture française, et j'ai appelé ça Le mal français. Eh bien, ce livre explique ce qui s'est passé, c'est un livre assez autobiographique, ce qui s'est passé quand j'avais 19 ans, j'étais ici à Pau, et j'ai lu les livres d'André Gide. Tout d'abord les nourritures terrestres, et puis après si le grain ne meurt. Et vraiment ça a changé ma vie. J'ai découvert énormément de choses de moi-même à travers la lecture d'André Gide.
ça a été un éblouissement, ça a été une révélation. Je suis ce que j'étais, comment j'étais fait, ce que je voulais, ce que j'ai sorti de ces lectures autres, tout à fait différentes. Et alors c'est un auteur que je revois de temps en temps. J'aime beaucoup ses romans, beaucoup. Les Caves du Vatican et l'autre, Les Faux-monnayeurs, c'est des romans que j'adore, j'aime énormément. J'ai essayé de les traduire, mais il y a des traductions assez récentes, alors personne ne... Et puis, justement, hier ou avant-hier, j'ai trouvé dans un bouquiniste ici à Bordeaux une première édition du journal de Gide, en 2 volumes de la bibliothèque de la Pléiade. J'ai trouvé ça, vraiment, ça m'a fait un grand plaisir. C'était pas très cher, c'était un prix aséquible. Alors, j'ai acheté ça, bien sûr. Et je vais finalement lire le journal que j'avais lu en entier. Je vais le lire de bout à bout. Et enfin, disons que c'est un écrivain qui est... Il est né en 1869, mais il est mort en 1951. Alors je pense, peut-être il aurait pu venir à mon baptême, disons, par exemple. Il aurait pu me voir, j'aurais pu le voir. Enfin, c'est une histoire un peu, comme ça, anecdotique. Et l'autre, c'est Marcel Proust, évidemment. Le jour où j'ai lu du début à la fin, toute la recherche dans les petits volumes de la livre de poche. J'en achetais un, je le lisais, quand j'avais fini ce volume, j'achetais le suivant. Ça a duré tout un été, j'avais 22 ans, et quand j'ai fini ce livre, j'étais une autre personne. Vraiment, il y a un écrivain suisse qui écrit en anglais, qui a écrit un livre, il s'appelle « Comment Proust peut changer votre vie »,« How Proust can change your life ». Eh ben, c'est pas lui, c'est pas que lui, tout le monde est changé par la lecture de Marcel Proust. On apprend à voir des choses, à lire le monde, à lire les rapports entre les personnes, on apprend à lire différemment les rapports d'amour, d'amitié. Et vraiment, c'est un livre énorme. Enfin, après tant et tant d'années, j'ai relu, j'ai lu énormément d'études sur Proust. J'ai même eu le plaisir de traduire un livre de Maxime de Marcel Proust, le livre extrait de la recherche, et j'ai traduit ça en espagnol. Et on n'en finit jamais, c'est infini, c'est comme Shakespeare, c'est comme Dante, c'est un livre infini. Et je suis toujours en fait sur cet envoûtement, sur cet enchantement de Marcel Proust. Je pense que c'est vraiment, si on lit la recherche et qu'on est apprenti ou aspirant à écrivain, vraiment, on a trouvé son livre. C'est le livre de quelqu'un qui veut écrire. Je pense que c'est le plus grand écrivain. Quand j'étais très jeune, on me disait que la littérature française était une littérature qui avait une grande qualité, mais qui n'avait pas de grandes figures, comme Cervantes en espagnol, Shakespeare en anglais, Dante en italien ou Goethe en allemand. Maintenant, ce n'est plus vrai. Parce que je pense, c'est pas moi, tout le monde, enfin, c'est quelque chose de déjà su et connu. Marcel Proust est aussi grand que Shakespeare, que Cervantes, Dante ou Goethe ou Tolstoï. C'est un des grands génies de la littérature de tous les temps et de tous les pays. Quelles ont été vos dernières lectures, à la fois en français et en espagnol? Ma dernière lecture en français, c'est le journal de Gide que j'ai commencé hier et que je ne peux pas laisser. C'est vraiment passionnant. J'ai commencé par le début et je vais terminer par la fin. C'est passionnant. C'est quelqu'un de très intelligent. Sa façon de parler de lui-même, c'est vraiment exemplaire. Et puis le dernier livre que j'ai lu en espagnol, ça a été aussi une surprise très agréable. C'est le premier roman d'un jeune homme qui était mon étudiant à l'université. C'était un étudiant très bon, très intelligent, et il était d'une famille de travailleurs. À l'université, la plupart des étudiants sont plutôt des familles bourgeoises, non? Mais là, de temps en temps, on a de très bons étudiants qui procèdent de familles plus ouvrières, de travailleurs. Et ce garçon-là était comme ça. Il était très vif. Il adorait la littérature. Il vous absorbait comme professeur. Il était un peu vampirique.
Et ce qui est merveilleux pour un professeur. Et puis on a continué à être amis. Et finalement, il a écrit un roman qui s'appelle Los Príncipes Valientes, et ça serait en français des princes hardis ou vaillants. Príncipes Valientes, c'est le nom d'une BD, d'une bande dessinée pour adolescents des années 60. Alors c'est un premier roman qui a été très très remarqué par la critique, par la presse. Il a eu un grand succès, il a eu des prix. Et je suis très content pour lui. C'est un très 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 bon roman. Ah, oui, le garçon s'appelle, l'auteur, depuis un garçon, il a 40 ans je pense, s'appelle Javier Pérez Andújar. Très bien, mais je vous remercie, Louis. Bien.